BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Au sommaire des pionniers cette semaine, pour commencer le tête-à-tête avec un sérieux entrepreneur français qu'on a retrouvé à la tête de très grandes entreprises comme Deezer, Publicis, Vivatech et maintenant Make.org, la plateforme de participation citoyenne. Il met donc aujourd'hui la tech au service de la démocratie. Vous verrez cela, son énergie est contagieuse, tout comme son envie d'agir. Nous recevrons Axel Daucher. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Sofia Akhmatova, cofondatrice de Coup de pouce, le titre restaurant qui finance l'agriculture. Et puis Jean-Louis Juchot, président de Talano Technologies, qui réduit l'émission de particules liées aux freins des véhicules. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec le sérieux entrepreneur Axel Daucher. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Axel Daucher. Bonjour Axel. Bonjour. Alors, tu es un serial entrepreneur. Tu as également été à la tête de très grandes entreprises comme Deezer ou Publicis France. Aujourd'hui, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure citoyenne et engagée avec Make.org ou Make.org. Ton but, c'est de transformer positivement la société. Rien que ça, c'est la mission à laquelle tu dévoues toute ton énergie. Et tu es un touche-à-tout. Qui adore se retrouver dans un domaine où il a tout à apprendre et ton parcours multi-activité en témoigne. Alors tu connais le principe de l'émission, on va s'intéresser dans un premier temps à ton parcours et puis on va essayer de comprendre tes émotions, tes apprentissages sur tout ce chemin-là pour voir comment tu vis, comment tu prends tes décisions. On va essayer de se mettre à ta place. Et notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra ici sur ce plateau. Alors c'est parti pour ton parcours. On y va. Tu es né, Axel, en 1968 à Boulogne. Tu as été un élève studieux et après tes classes préparatoires au lycée Stanislas, tu as été reçu à Polytechnique et à Normal Sup. Le choix était cornélien. Et tu vas nous expliquer ce que tu as choisi et pourquoi. Alors en fait, toutes mes études, j'ai rêvé d'être chercheur en maths. C'était ça ma motivation. Et donc pour moi, Ulm, c'était un peu l'aboutissement total de tout ça. Et puis au fil de prépa, j'ai réalisé que une chose toute bête, hein, mais c'est que dans la recherche, plus on est bon, moins il y a de gens à qui on peut en parler. Et là, il y a l'autre partie de moi. On se retrouve un peu trop tout seul. Un peu trop tout seul. Et ça, c'était pas possible. Et donc j'ai vraiment fait le choix de l'X pour je dirais, fermer cette porte-là et puis ouvrir sur quelque chose de plus large. Rester dans le monde social au maximum pour pouvoir interagir avec les gens. C'est important, Ouais. les gens? Ah oui, c'est même le plus important. C'est vital. La seule chose qui n'est pas vaine. Alors, tu as donc fait ce choix-là de Polytechnique et ensuite tu as entamé une carrière plutôt atypique, Rebecca. Vous êtes donc diplômé de l'IX et en étant à mi-temps en conseil chez Brossard, avec un ami, vous regardiez les sociétés à la barre du tribunal pour en racheter une, mais vous n'avez pas réussi. Pour la suite, vous vouliez un métier sympa, un métier rigolo. Vous rejoignez une boîte de jeux vidéo et expérimentez la forte croissance. Ensuite, vous prenez une année off. Cela fait partie d'un de vos choix bien conscients. Vous avez passé là une des plus belles années de votre vie. Vous avez fait tout ce que vous n'aviez pas eu le temps de faire. Vous êtes occupé de vos parents, fait de la boxe ou encore pris des cours d'ethnologie. Puis, en sortant de cette année, vous êtes rentré dans la production de dessins animés. Là aussi, parce que c'était sympa et en même temps, car c'était une vraie opportunité de consolidation du marché. Vous êtes devenu leader mondial de ce marché, mais à la vente, ça s'est très mal passé ce 7 juillet 2007, une date dont vous vous souvenez. En 2010, vous reprenez les rênes de Deezer pendant 4 ans pour y remettre de l'ordre. Puis, entre Deezer et Make, vous passez par Publicis. Ce n'était pas votre période préférée jusqu'au lancement de Vivatech avec Maurice Lévy. Et quand vous lancez Make.org, là encore, c'est un choix ultra conscient, un choix radical. Vous décidez que tout ce que vous avez appris servira vraiment à quelque chose. C'est un moment pour vous où il fallait trouver du sens dans le professionnel. Et là, comme au poker, vous avez fait un all-in. Waouh. Voilà, résumé en quelques minutes. Alors, tu voulais un métier rigolo, marrant. C'est une philosophie de vie professionnelle, ça? Oui, en fait, moi, je l'ai compris après, hein, pas au début, mais j'ai compris qu'en fait, j'ai toujours considéré que la vie professionnelle, c'était un grand jeu où on fallait s'amuser, où on pouvait prendre des risques. Alors, un jeu qu'on joue sérieusement, on y va à fond, mais c'est pas soi. Le vrai soi, c'est plutôt la famille et les enfants.
Et cette schizophrénie, en fait, elle libère incroyablement la vie professionnelle. Donc, je la conseille à ceux qui veulent. Et du coup, bah, ça permet d'avoir envie de jobs rigolos, de Ça te permet de prendre plus de risquer risques aussi? Oui. beaucoup plus de risques. Beaucoup plus de risques parce qu'en fait, c'est une sorte de quête d'aventure. L'aventure, on est sûr de l'avoir si on la cherche. Le succès, c'est moins sûr. Oui. Mais l'aventure, on est sûr de l'avoir. Ça va être dur, ça va être compliqué, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Donc, si c'est ça qu'on a sur son assiette, on est sûr d'être content. Et moi, c'était un peu mon cas. Voilà, donc c'est l'aventure, c'est plutôt le chemin qui compte, à la limite que le succès, comme tu le dis. Et alors, donc ensuite, à 30 ans, tu as pris une année sabbatique. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu as appris? Pourquoi tu l'as fait? Et pourquoi c'était le bon moment? Ah, le bon moment, en fait, le moment déclencheur, c'était l'arrivée de mon premier garçon. Donc, j'avais envie ça a été le moment de prendre une année, de pouvoir profiter de lui. Et puis, coup de bol, j'ai commencé cette année juste avant le crash de la première bulle Internet. Donc, j'ai passé une année fabuleuse qui aurait été sinon extrêmement compliquée. Et le but de tout ça, c'était de planter des graines. En fait, je réalisais que j'avais été très engagé dans ma vie professionnelle et que je n'avais pas tellement de passion sur le côté. Et donc, j'ai eu envie de planter des graines, pas des grands trucs, mais plein de petites choses que je n'avais pas eu le temps de faire. C'est pour ça que Lesquels, par exemple? l'ethnologie, par exemple, c'était un truc qui me passionnait. Je lisais tout. Et j'ai été en éditeur libre à l'école des hautes études de sciences sociales, faire de la boxe, m'occuper de mes parents, un petit peu de voyage, mais pas tellement, parce que je venais d'avoir un gamin. Plein de choses qui élargissent, en fait. Mmh. Sur le moment, je l'ai vécu comme un luxe incroyable. A posteriori, je pense que ça a été absolument fondateur pour moi, cette année-là. Et alors, c'est là que tu repars, en reprenant les rênes de Moonscoop, avec un grand succès, jusqu'au problème de la vente dont, Rebecca a parlé. Alors, comment tu as réagi face à cet échec et qu'est-ce que tu en as appris? Enfin, ce succès et cet échec, c'est-à-dire ce succès, c'est quand même une vraie grande réussite pour Moonscoop. Tu peux nous rappeler peut-être les détails, mais aussi le fait que, bah, sur la vente, ça n'a pas enfin, toute l'histoire va jusqu'à la vente et la vente s'est moins bien passée. En fait, c'est une histoire assez classique de PME. Je me suis associé, on était 4 associés. En fait, pratiquement, on était même 5 associés. La boîte s'est développée extrêmement fortement. On a racheté des boîtes à Los Angeles, un peu partout en Europe. On est devenu leader mondial du série de dessins animés en 5 ans. Devant Disney. Devant Disney, en série de dessins animés, pas en cinéma. En série de Ouais. dessins animés, on produisait plus que tout le monde. Et là, on a commencé à faire un process de vente et on a fait la longue liste absolument la totalité des choses qu'il fallait pas faire. Ouais, tu beaucoup appris, alors qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah bah là, c'est long. Hein. Alors On avait quelques-uns, le top 3. pris une énorme banque d'affaires, un énorme cabinet d'avocats. On a été arrogant dans les rapports avec les bidders. Et puis ensuite, on n'a pas eu de chance parce que les offres devaient tomber la semaine des subprimes, de la Ah. première crise des subprimes. C'est pour ça que Rebecca le disait. Je me souviens très bien du 7 juillet 2007. 2007, exactement, ouais, où là, c'est un peu foiré, quoi. Ah et alors donc et juste, ensuite tu prends la tête de Deezer, donc là Ouais. tu vas dans l'industrie plutôt de la musique, à un moment où l'entreprise est en difficulté, suite au départ d'un des fondateurs notamment. Alors bon, du coup forcément ça devait secouer quand tu es arrivé. Tu aimes bien ces situations-là quand ça secoue, et quand, il faut tout refaire, Ah, ouais, j'adore. Moi, c'est vraiment. Je suis certain d'être très mauvais quand c'est pas ces situations-là. J'espère pas être trop mauvais quand c'est ces situations-là. La boîte elle a un succès d'usage énorme, une réalité économique Ouais, en chiffres, ça donne quoi? catastrophique. La boîte devait faire 7 millions de visiteurs uniques par mois sans marketing. Ça, c'était le succès. Mmh. Devait faire à peu près, à ce moment-là, 1,5 million de chiffre d'affaires. Et devait perdre plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Voilà à peu près les économiques de la Attends, boîte. 7 millions de visiteurs uniques pour 1,5 million de chiffre d'affaires, d'affaires. ça fait quoi? Ça fait Ah, 20-25 centimes par utilisateur? Alors, c'était pas ça le pire. Le pire, c'était de payer 150% de son chiffre d'affaires aux ayants droit. Oui, ça c'est pas bien. C'est ça Quand qui était tu catastrophique. reçois moins que ce que tu redonnes aux Voilà. ayants droit, c'est forcément tu creuses le trou. Et donc, je suis arrivé là-dedans avec effectivement des fondateurs qui s'entendaient pas très bien. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'à ce moment-là, enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'est plutôt facile parce qu'il suffit de s'y coller, il suffit de s'y mettre, d'écouter les gens, de prendre 3 directions et hop, tout repart. Oui, puis il y a peut-être moins fortement. d'inertie aussi parce que tout le monde est d'accord sur le fait que ça
marche pas. Donc, Oui, du coup, tu peux exactement, proposer quelque chose. Il n'y a exactement. plus personne qui dit, mais pourquoi on change ça? Ça marche? Non, en fait, ça marche pas. C'est Donc, c'est ça, c'est beaucoup plus dur. Après quand les choses sont établies, là, les coups de il y a barre plus sont d'inertie. plus compliqués, quoi. Et donc là, ça s'est passé, ça a été 4 ans absolument exceptionnels. Alors après de passer, justement, chez Deezer, tu pars aussi chez Publicis, tu démarres, Vivatech, Ouais. qu'on connaît très bien, le grand salon et puis ensuite tu as monté Make.org, en 2016. Alors, on dit Make.org ou Make.org d'ailleurs, tu Écoute, dis? c'est vraiment comme tu veux. C'est vrai? Ouais. Alors on est en M France, on va dire Make.org, Mec.org, hein? très bien. Alors qu'est-ce que tu recherches dans cette nouvelle aventure? Je sais que c'est long et on va avoir le temps d'en parler un petit peu aussi après, mais pourquoi, choisir cette voie-là et donc pas rejoindre quelque chose qui existait, mais là cette fois, vraiment aller le créer? Ça manquait? Non, non, je pense que si je regarde 2 secondes en arrière, là, l'histoire de l'aventure, c'est la vie pro et puis, la vraie vie, c'est la vie, perso. À un moment, les enfants grandissent et là, c'est une autre histoire parce qu'en fait, ils ont plus besoin de nous, peu à peu et donc c'est vraiment le moment qu'a décrit, Rebecca où j'ai eu envie de dire: «Maintenant, tout ce que je fais professionnellement doit avant tout servir à quelque chose». Et c'est vraiment un basculement complet qui a percuté un sujet que je traitais depuis longtemps, qui a commencé un petit peu dans mes études d'ethnologie, mais qui a été un sujet autour de la résilience des sociétés. J'avais monté plusieurs think tanks sur le sujet, et les deux idées se percutaient dans ma tête, et à un moment, ça a matché. Et c'est comme ça que j'ai lancé Make.org, dont le but, c'est de dire la démocratie marche plus. Si on s'y consacrait complètement avec les solutions de la tech, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? D'accord. Alors, merci beaucoup. C'est l'heure pour nous de se plonger, dans le monde de tes passions et de parler plus en profondeur des sujets, pour lesquels tu te bats aujourd'hui. Alors, ton monde à toi, c'est l'engagement, c'est la non-conformité aussi, mais aussi et surtout, c'est ta nouvelle aventure, Make.org, une réflexion sur l'avenir de nos démocraties, sur leur façon de fonctionner. Et quand tu trouves qu'elles n'en font pas assez, tu n'hésites pas à leur donner un coup de main, Rebecca. En 6 ans, Make.org est devenu leader européen de la civic tech, a mobilisé 8 millions de citoyens et a mis en œuvre plus de 60 actions civiques positives. Une réussite reconnue en 2018 puisque vous avez reçu le prix Talent pour la démocratie. Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Avant les élections européennes de 2019, vous avez lancé l'opération We Europeans. 38 millions d'Européens y ont participé, comprenant 10 sujets et consensus parmi 200 partis politiques. Une opération qui a contribué à un rebond significatif de la participation électorale, 8% dans l'ensemble et 14% chez les jeunes électeurs, faisant de cette opération la plus grande mobilisation politique civile jamais réalisée en Europe. Make.org participe également à la transformation de l'État, étant membre de plusieurs comités et conseils influents. Une participation très étendue qui reflète un engagement continu dans l'amélioration de la gouvernance et de la participation civique en Europe. Alors, l'idée avec We Europeans, c'est de donner la parole aux Européens. Tu trouves que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, la démocratie, elle ne fonctionne pas à 2 titres. C'est qu'elle elle a du mal à agir sur le réel des gens. Et puis, bien pire, elle ne réconcilie plus les gens. Les phases électorales sont des phases de rupture dans la population. Donc, tous les moyens de réengager les gens sont importants. On s'est beaucoup inspiré de Pierre Rosanvallon, qui a développé un concept de démocratie permanente. Il faut avoir le sentiment d'avoir la faculté de pouvoir agir sur le bien commun, et que ce sentiment d'avoir cette faculté construit une responsabilité sur laquelle la démocratie est durable. Et c'est ça, oui, européenne. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on va très très largement, par des petits pas, donner la possibilité à des gens de se connecter au bien commun. Donc 38 millions d'Européens, c'est beaucoup, représentatif des 27 pays. On a sorti 10 consensus, 10 sujets sur lesquels la totalité des Européens sont Comme d'accord. par exemple, le top 3? Alors il y en avait beaucoup, on était en 2019, le top 3 était sur l'environnement. Mmh. Donc vraiment, on s'apercevait de cet espace sur l'environnement extrêmement fort au niveau européen. Après, il y avait beaucoup de choses sur l'harmonisation fiscale, la politique de recherche et d'éducation, les politiques sociales, et un sujet sur l'alimentation. Voilà, en gros, ça couvrait ces points-là. Et ce qu'on a fait après, c'est qu'on a été voir physiquement plus de 200 partis politiques dans toute l'Europe pour les forcer à avoir une position sur ces 10 sujets. Voilà, il y a 10 sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, dites pourquoi, c'est intéressant ça. Et si vous êtes d'accord, dites pas pourquoi, dites comment. Et c'est ce mécanisme-là qui a eu un tel effet sur le taux de participation en Europe.
Alors, il y a un grand changement actuellement partout dans la société, mais y compris aussi au niveau de nos démocraties, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ouais. Je sais que chez Make.org, c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, sur lequel vous travaillez énormément. Alors, bon, question déjà un petit peu basique ou bateau, mais enfin, intelligence artificielle dans ce domaine-là, risque ou opportunité? Ou les deux? Bah, la première chose, c'est risque létal. Risque létal pour la démocratie dans sa globalité. Donc, on est quand même sur Oui, du, on est sur sur du lourd, hein. de lourd. Là, en Slovaquie, il y a un mois, il y a eu des élections. Période de réserve de 2 jours avant l'élection. On n'a pas le droit de parler politique à la télé comme en France, hein. Un deepfake, c'est-à-dire une vidéo complètement inventée d'un des candidats qui, au bar d'un café, dit à ses potes qui vont avoir tout le monde, qui vont s'en mettre plein les fouilles, en augmenter le prix de la bière. C'est ça un deepfake, hein. La veille de l'élection. Impact 5 points. Le candidat opposé pro-russe a gagné et une semaine après, la Slovaquie a arrêté son soutien à l'Ukraine et va potentiellement poser des problèmes sur l'engagement de l'Europe en Ukraine, sur un seul deepfake. Ce qui va se passer aux prochaines élections, c'est absolument Les dramatique. élections européennes, hein, Les élections européennes qui ont lieu en juin de 2024, juin 2024. ça va être, mais absolument, jamais il y a eu autant d'intérêt extra-européen d'agir sur l'Europe. Jamais eu autant de moyens de le faire et on est complètement nu avec des élections qui sont assez fragiles parce que pas très incarnées. Donc le premier impact, c'est un risque létal. On peut se retrouver en juin prochain à se réveiller et en se disant mais en fait ce système électoral, il veut plus rien dire du tout. En fait, ce n'est plus le reflet de ce que veulent les gens, c'est le reflet de cette petite baston de fake news dans tous les sens. Mm. Donc le premier enjeu, Oui, c'est ça. les fake news équipées de deepfake peuvent eh bien, percuter complètement le processus électoral en venant changer la donne juste quelques jours avant. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Make.org aujourd'hui pour essayer justement d'éviter que ça se produise, ce genre de catastrophe? Nous, là-dessus, on est très, très engagés. À partir de la fin du premier trimestre de cette année, on a complètement rebasculé la boîte sur des logiques IA génératives. On a été un peu surpris, comme tout le monde, hein, de la puissance et de la rapidité de la croissance. Et on a fait 2 choses. D'abord, on travaille sur un bouclier de protection des élections européennes. Donc, on a fait collaborer plusieurs universités dans le monde là-dessus, sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant 1 mois pour protéger l'élection européenne. Donc là, ça contient des éléments comportementaux qu'on pourrait induire vis-à-vis des médias, vis-à-vis des nouveaux médias, des influenceurs, mais aussi des plateformes. Ça contient réinventer la période de réserve, ça contient des solutions techniques d'identification des contenus générés par IA. C'est une gamme très large, mais qui est à la hauteur du sujet. Et on va aller porter cette boîte à outils à la fois aux gouvernements nationaux et évidemment aux institutions européennes. Donc ça, c'est vraiment le premier acte. C'est de la protection. C'est le bouclier de protection. Alors, on a une petite surprise sur toi. C'est une question de quelqu'un que tu connais très bien, qui s'appelle Julie Ranty, de Vivatech, puisque vous avez travaillé ensemble. Tu lui as passé le flambeau juste à la création de Vivatech. Julie Ranty. Salut Axel, salut Fred. J'ai une petite question pour toi, Axel. J'ai toujours été frappée et admirative par ton énergie débordante et ton optimisme sans faille. Je l'ai vu quand on a lancé Vivatech, tu nous l'as remontré quand tu as lancé Make en t'attelant à un tout petit défi qui est juste celui de relancer la démocratie en mobilisant les citoyens. Dans un contexte comme aujourd'hui qui est quand même assez challenging pour les entrepreneurs, on a besoin de ce genre d'énergie, on a besoin de ce dynamisme. Comment tu fais pour toujours avoir cette pêche incroyable? Dis-nous tout. En fait, je pense que je pense que je suis en osmose avec les gens qui sont en face de moi, les gens avec qui je travaille. Donc, en fait, je me nourris des gens. Donc, c'est comme si j'envoyais de l'énergie sur eux et qui me renvoyaient 10 fois plus d'énergie. Et c'est cet échange, cette interaction, peut-être une réaction en chaîne, peut-être nucléaire d'ailleurs, hein, qui se met en place. Et c'est ça qui me galvanise. Ça ne m'empêche pas d'avoir des coups de mou, hein, mais en tout cas, Donc, ça marche. ton énergie, c'est les gens. Oui, mon énergie, c'est les gens. Alors, merci beaucoup pour tout ce partage. Sur ce, nous passons à la séquence suivante. Alors, séquence actu, on a beaucoup parlé des dangers de l'IA, l'intelligence artificielle, mais comme toutes les nouvelles technologies, elle a aussi des côtés ultra positifs, Rebecca. L'IA peut en effet être une opportunité pour notre démocratie. Pour vous, l'interaction entre l'IA et la démocratie se déploie en 3 principaux axes. Le premier, la protection, par le biais du concept Democratic Shield, en développement
un développement qui vise à sécuriser le processus électoral, en particulier pour les prochaines élections européennes, ce qui implique la mise en place de mesures pour préserver l'intégrité et la fiabilité des élections. Le deuxième, la prévention cette fois, c'est-à-dire l'entraînement des modèles de langage afin d'éviter de potentiels risques monumentaux de l'intelligence artificielle sur la démocratie. Et pour cela, vous travaillez en collaboration avec le CNRS et Sciences Po pour ces modèles de langage. Et enfin, l'exploitation, avec comme objectif d'utiliser l'intelligence artificielle positivement pour renforcer la démocratie, ce qui se traduit là par le développement d'outils qui permettront aux députés et sénateurs de mieux s'approprier les débats, au CESE notamment ou au Parlement européen par exemple. Un trio d'approches qui combine la science de la data et les sciences sociales pour transformer fondamentalement la démocratie grâce à l'intelligence artificielle. Alors parlons de ce troisième volet justement, l'exploitation, l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du CESE ou du Parlement européen ou du Bundestag aussi, je crois, Ouais. où vous déployez des C'est- outils nouveaux. En fait, on travaille sur plusieurs plateformes, mais celle dont on parle là, elle est vraiment radicale. En fait, on pourrait raconter le monde comme étant un monde qui se complexifie de plus en plus et le Parlement comme étant le lieu le plus fort là-dessus. Hein. On comprend rien, c'est codé, c'est très long, c'est de l'expertise, c'est jargonneux. Bref, aujourd'hui, le Parlement n'est pas un lieu où on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Nous, ce qu'on a développé, c'est la possibilité pour n'importe quel citoyen d'arriver dans un Parlement et d'avoir accès, intermédié par l'intelligence artificielle, à la totalité de ce qui s'est dit. Donc on peut poser n'importe quelle question. N'importe quelle question. On peut demander, si on est à l'Assemblée nationale, on peut demander, mais est-ce qu'on a parlé d'environnement Qui est pour le glyphosate, qui est contre C'est quoi les arguments de LFI qui sont les mêmes que ceux de Un RN super service client, quoi. C'est un sentiment d'un seul coup de reprendre la main sur la compréhension des choses qui est absolument phénoménale. Vous pouvez l'avoir dans toutes les langues du monde et vous pouvez l'avoir même raconté à un enfant de 10 ans. Et c'est ce système-là qu'on a transformé en produit. Et là, tous les grands parlements européens sont en train de basculer, alors qu'on n'a même pas fait le premier, hein, puisque le premier sort dans quelques semaines avec le CESE. Il y a une grosse surprise dans quelques semaines avec le CESE. Et c'est pour moi un changement radical de l'axe de l'arme législative de la démocratie. Oui, parce que cet outil-là, il connaît tout. En fait, il a accès à tout, aussi bien même au contenu écrit qu'au contenu qui ont été discutés en live avec les transcriptions de texte, peut-être des vidéos. Exactement. Il a accès aux rapports parlementaires, à ce qui se passe en commission, à tous les débats en plénière, aux projets de loi, aux amendements, aux textes votés. Et sauf qu'il en donne un accès incroyablement facile. Et là, il faut travailler l'IA de façon très particulière parce que d'une part, il faut la travailler exclusivement là-dessus. C'est-à-dire que quand l'IA répond, il ne répond pas en allant chercher sur Internet des réponses. Il est exclusivement sur ce qui s'est passé. Et à chaque fois que l'IA dit quelque chose, il faut mettre en face la preuve du fait que ça existe. Il faut construire un IA de confiance. Et aujourd'hui, c'est possible. Et c'est là où vraiment l'IA peut apporter quelque chose qui va changer la donne, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Ça, c'est un vrai espoir, effectivement, de très belle utilisation de cette nouvelle technologie. Et c'est maintenant le moment pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission, le Quizella. Alors, séquence Quizella, c'est très simple. Voici les règles. Je te pose des questions et elles sont rapides. Et les réponses sont également rapides. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Top, c'est parti. Est-ce que tu crois au point de singularité technologique? Autrement dit, est-ce que l'IA va devenir plus intelligente que nous? Oui. Ta potion magique à toi? Les gens. Les gens, hein, c'est ça, on l'a vu. Ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit. Ah, merci, j'avais oublié. Oui, c'est Superman. Les fautes de raisonnement. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi? Alors mon rêve, le rêve un peu fugace, mais c'est urbaniste. Urbaniste. Alors, ce que tu aimes dans la démocratie? Ce que j'aime dans la démocratie, c'est le collectif. C'est quoi être européen pour toi? Être européen, c'est réussir à avoir un certain équilibre entre le passé et le présent. Y a-t-il pour toi un rapport entre démocratie et méritocratie? Non. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Aller 10 jours marcher seul dans le désert. Oh, ça, c'est faisable. Ouais, Ouais. c'est le plus grand rêve du Prendre moment. le temps, tu as Ah ouais. pris une année sabbatique, tu peux prendre 10 jours. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient aujourd'hui les pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu voudrais leur adresser? J'ai le droit de réfléchir un petit peu quand même. Un petit peu. Ouais. Belle phrase, tu as le droit. J'ai envie de leur dire une phrase de Montaigne
qui dit il faut frotter et limer sa cervelle sur celle des autres. C'est comme ça qu'on fabrique la société. Eh bien, merci Axel de t'être prêté au jeu. On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée, A Girl from Ipanema, de Stan Getz. Alors, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, cette chanson? C'est mes révisions de prépa et c'est devenu la chanson de la famille. Ah, c'est la chanson de la famille Daucher, carrément. Exactement. Merci Axel, merci de tout ce partage, de nous avoir fait rentrer dans ton monde, en partageant tes émotions et tes apprentissages de pionnier. Merci Fred. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.